Et là, moi, en fait, j'annonce Jésus par mon homosexualité, c'est un truc génial. Et parce que c'est un problème vraiment de notre temps. Et en même temps, Jésus, je pense qu'il se sert de toutes nos failles pour l'annoncer. Et même les plus surprenantes, les plus originales, les plus adaptées, les plus de notre temps. Voilà. Alors, question suivante en lien. Comment aimer une personne qui a des tendances homosexuelles et quelle sublimation pour les personnes homosexuelles, abstinence, etc. Vous savez, souvent j'ai beaucoup de questions sur comment aimer une personne homosexuelle, comment on en parle aux enfants, comment si c'est un enfant qui est homo, comment je l'accueille, etc. C'est tout simple, hein, c'est la charité, quoi. C'est la charité d'abord. Mais la vraie charité, elle est couronnée de vérité. Voilà. Donc, s'il y a une personne qui est homosexuelle, accueillez-la en disant, voilà, moi je t'aime en tant que personne, avec ton prénom, et puis voilà, parce que t'es mon frère, voilà. Alors après, si vous dites, ouais, mais t'étais contre le mariage pour tous, t'es une loi? Non, t'es une personne, moi je t'aime comme ça, voilà, on arrête de rentrer dans un espèce de jeu social hyper violent. Pour moi, c'est notre relation qui compte. Voilà. Puis si vous la voyez en couple, reconnaissez ce qu'elle vit, parce qu'elle vit quelque chose. Puis après, dites-vous, oui, ok, moi je veux pas annuler, je veux reconnaître ce que tu vis. Je reconnais ce que tu vis. Je pense que c'est sérieux, que tu te bats pour, voilà. Et puis après, si vous avez l'énergie, la force, dites-vous, ouais, est-ce que tu es vraiment heureux? Émettre un doute, c'est pas nier ce que vit la personne, mais c'est de manière subtile dire, ou alors dire, je pense que tu es satisfait, mais je pense que tu n'es pas comblé. Ou c'est bien ce que tu vis, et je demande à rencontrer ton couple. Tu connais un couple génial? Écoute, présentez-moi. Il n'y a pas à avoir peur, allez-y, partez à la rencontre des gens, on se rencontre, on cause. Si c'est si génial, on se rencontre, on cause. En fait, c'est tout simple. C'est tout simple. Et puis après, le vrai accueil, c'est celui qui couronne la charité de vérité. Parce que si c'est juste un accueil plat, c'est du flan et c'est c'est ton choix, ou l'important, c'est ton bonheur, c'était bien comme ça, voilà. Non, parce qu'il y a... la personne, elle vit une insatisfaction. Elle vit une insatisfaction. Et donc, il y a plein de gens qui autour vont lui dire génial, parce que par intérêt personnel, parce que ça fait bien, parce que elles vont taire ça, et elles vont applaudir. Mais si vous, tout en accueillant la personne, tout en prenant au sérieux et en respectant ce qu'elle vit, vous lui donnez votre avis, qui vous dit qu'elle va pas revenir 5 ans après en disant écoute, tu vois ce que tu m'as dit, j'ai senti que tu m'aimais, que tu me respectais et tout, mais que tu n'étais pas exactement d'accord ou emballé par ce que je vivais. Je te remercie parce que finalement tu as été la seule personne à avoir mis le doigt sur une insatisfaction que je ressentais depuis très très longtemps, mais qu'à l'époque, avec mon copain avec qui je suis plus, je n'osais pas regarder en face. Merci maman, merci cousin, merci parrain, merci mon pote, parce que finalement tu as eu le courage de me dire que à la fois t'as pas annulé ce que j'y vais, mais en même temps tu m'appelais à aller plus loin. Après, sur le discours de la continence, c'est vrai, moi j'ai choisi la continence depuis janvier 2011, mais là, la continence, c'est tellement lié à la foi qu'une personne qui ne croit pas, elle peut difficilement entendre à quoi ça sert de ne pas pratiquer son homosexualité et de la donner à Dieu si elle ne croit pas en Dieu. C'est plus compliqué. Donc, mais ça vaut quand même le coup d'en parler, de dire au moins, si tu es en couple, tiens-toi à ton engagement, fais pas n'importe quoi. T'as pris un engagement, sois sérieux. Parce qu'il y en a pas mal qui sont tentés d'aller voir ailleurs. Bon, sois sérieux. Et puis sinon, tu sais, ton homosexualité, tu n'es pas obligé de la vivre qu'en couple. Il y a mille et une manières de vivre son homosexualité. Et il y a aussi étudie, pose-toi des questions. Il y a beaucoup de personnes homosexuelles qui lisent pas sur leur désir homosexuel, qui vont pas voir de pièces, qui vont pas voir de films. C'est tellement riche. Intéresse-toi à ton désir homosexuel pour savoir après ce que tu peux en faire vraiment. Parce que moi, c'est comme ça que j'ai découvert plein de choses. Et que j'ai découvert aussi
la meilleure chose que j'avais à faire avec l'homosexualité, c'était de ne pas la pratiquer, mais en revanche de l'expliquer. Et là, mon dictionnaire, moi, ça me dépasse, il est génial. Franchement, parce qu'en plus, le Seigneur, il fait que j'ai découvert des trucs très précis dans mon dictionnaire que je ne connais pas, que je ne connaissais pas. Le premier code que j'ai publié de mon dictionnaire, c'était Carmen, la gitane, parce que j'ai recensé toutes les pièces ou les films où je la voyais citée. Et le personnage homosexuel qui se définit comme la Carmen de Bizet. Je poste ce code, et puis après, j'avais envie d'aller voir une pièce de théâtre sur Paris. Et puis il y a une rubrique Gay Friendly dans Billard Éduc, et là je vois les Sex Friends de Quentin, qui parle d'homosexualité. J'y vais sans savoir de quoi ça va parler. Je prends mon billet, dans la salle, j'entends Carmen de Bizet qui est mis en boucle, alors que je venais de publier le code de mon dictionnaire. Et puis pendant toute la pièce qui parlait d'homosexualité, il y avait Carmen, quoi. Un truc aussi précis le jour où je le poste. Enfin, quand je vous dis ça me dépasse, c'est qu'il y a tout un monde en vie. On est vraiment dans un monde actuel qui est extraordinaire. À une époque géniale, parce qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été analysées, notamment sur le terrain de la sexualité. Donc on vit à une époque géniale. Et ben là, voilà, j'ai trouvé un truc qui me dépasse complètement. Et mes amis homo, maintenant, ils me disent « Ouais, c'est génial ton dictionnaire, c'est ce que j'ai vécu. Tu m'as raconté ce que je vivais sans me connaître. » Donc il y a un truc. C'est qu'il y a un truc. C'est un peu comme la Samaritaine qui dit « Mais moi, je sais pas qui j'ai rencontré, parce que Jésus, il n'a pas fait « Je suis Jésus, je suis le Messie ». Non, elle a vu qu'il était Jésus parce qu'il lui a dit tout ce qu'elle avait fait. Et en fait, nous, on a juste, dans une époque aussi virtualisée, aussi érotisée, qui vit que sur le fantasme, notre manière d'évangéliser, c'est pas tellement de parler de Dieu tout de suite, mais c'est de parler du réel. Parce que quand on dit aux gens ce qu'ils font, attends, mais tu me connais pas et tu m'as dit exactement ce que je faisais. Non, mais c'est pas possible, il y a un truc. Et en fait, je crois qu'il faut qu'on prenne appui sur la Samaritaine qui, elle sait pas si elle sait qu'elle a vu Jésus, et pas parce qu'il le lui a dit, mais parce que, en fait, il a été concret et il l'a ramené à son incarnation et à ce qu'elle vivait. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et je crois que nous, notre grand boulot, qui est génial, c'est simplement d'aller vers les personnes avec la joie, avec de l'humour, et puis de se baser sur le réel, qui parle des fois bien mieux de Dieu que si on le dit d'emblée explicitement. Il faut avoir un peu la discrétion de Jésus qui n'arrive pas devant les gens toujours en disant « Je suis Jésus, je fais des miracles ». Au contraire même, il est plutôt celui qui pose des questions, qui fait semblant de s'en aller et puis qui ne dit pas qui il est. Donc, mais on a du boulot, mais c'est tellement génial d'analyser la culture d'aujourd'hui, ce qu'on voit dans les films. Regardez The Voice, regardez, analysez. Parce que il y a tellement de choses à aller voir des films qui sortent aujourd'hui et parlez-en avec les jeunes d'aujourd'hui. On a un gros boulot et surtout c'est génial parce qu'on est dans le coup et on évangélise très bien en parlant du réel. Alors encore deux petites questions assez longues. Philippe, tu dis défendre les couples hommes-femmes qui s'aiment, mais tu admets aussi que ces couples peuvent rencontrer les mêmes problèmes que les couples homosexuels. Pourquoi alors ne pas défendre l'amour seulement en mettant les sexes des deux personnes entre parenthèses? Pensez-vous vraiment qu'il n'y a pas d'amour homosexuel possible et réel? Si on parle que d'amour, on peut mettre tout derrière. C'est ça le problème, on peut mettre les sentiments, on peut mettre les pulsions. Il y en a certains qui disent que parce qu'ils sont juste excités, ils aiment. Donc tout le monde croit en la vie, vous interrogez n'importe qui, tout le monde croit en l'amour. Après, c'est dans les modalités, dans l'amour incarné, concret, c'est l'amour dans la différence des sexes, là, les gens n'y croient pas. Très peu. Donc oui, défendre l'amour, oui, mais dans la différence des sexes. Et quand on dit dans la différence des sexes, c'est pas défendre le mariage. La spécificité catholique, c'est justement de ne pas proposer qu'un seul chemin de bonheur et d'amour, qui serait le mariage procréatif. Ça, c'est un ami musulman qui s'est converti au catholicisme qui m'a dit, moi, c'est pour ça que je me suis converti. C'est que le catholicisme, c'est le seul qui, par rapport aux autres religions,
qui ne défend pas que le mariage comme chemin de bonheur et le mariage procréatif. On défend aussi le célibat consacré, les eunuques pour le royaume. Ça, donc quelque part, si on défend, c'est ça le problème aussi du mariage pour tous, c'est qu'on s'est mis à défendre que le mariage femme-homme. Mais ça, c'est pas catholique. C'est pas catholique. C'est très hétéro. Alors que, non, si on défend la différence des sexes couronnés par l'amour, on défend aussi les célibataires. Et puis, si on défend la différence des sexes couronnés par l'amour, on ne s'axe pas que sur la procréation. Donc on défend aussi les couples femmes-hommes qui s'aiment vraiment, mais qui, techniquement, pourront pas avoir d'enfants. Hein, donc on défend tous les états de vie quand on défend la différence des sexes couronnés par l'amour. On défend l'individu. Et ça, on ne l'a pas fait. Si on a défendu la différence des sexes, c'était en soi, comme une donnée biologique, vaguement culturelle, mais faut mettre de l'amour, quoi. C'est pas compliqué, on est mort de peur de parler d'amour. Là, tout à l'heure, j'en discutais avec un qui disait, mais en politique, on peut pas parler d'amour. Donc c'était bien pratique, c'était bien pratique de dire, bah ouais, le mariage, c'est pas une question d'amour. Parce que le mariage civil, voilà, c'est juste pour encadrer la différence des sexes et la filiation, point barre. Comme ça, cool, on n'aura pas à parler d'amour. Sauf que bon, déjà, dans les mentalités, c'est très très clair. C'est au nom de l'amour que le mariage pour tous s'est imposé. Et puis après, en plus, le mariage, avant qu'il y ait une séparation entre le mariage civil et le mariage religieux, ça n'empêche que de toute façon, le mariage, nous, on n'a jamais défendu des mariages qui n'étaient pas d'amour. Hein. Même des mariages arrangés, il y a une notion d'amour. Hein. Donc oui, il faut qu'on parle d'amour, et les gens en ont soif. Vous voyez bien qu'ils n'ont que ce mot-là en bouche. Quand la loi est passée, le mariage pour tous, et Juan Binet, à Radio Notre-Dame, il y a amour, amour, amour en bouche. Donc en fait, nous on dit, mais oui, allons-y, parlons d'amour, mais d'amour incarné. Parce que là, en fait, vous défendez un amour, finalement, un humanisme intégral. C'est ça le problème. C'est l'homme tout-puissant qui s'est créé lui-même et qui peut se donner aussi l'amour à lui-même et qui engendre quand il veut, comme il veut. Donc c'est un humanisme intégral. J'ai lu un livre il n'y a pas très longtemps qui est génial, c'est Les attaques du démon contre l'Église. Avec plein d'exorcistes qui s'expriment dans le Père Verninde. Et donc, à un moment, ils expliquent qu'on est dans une société vraiment de l'humanisme intégral. Donc, c'est l'homme au centre. Ça a l'air positif, donc ils sont hyper optimistes. Ils ne sont pas dans l'espérance, hein, mais ils sont dans l'optimisme. C'est très positif. Tout le monde s'aime, et on est pour la vie. Mais après, concrètement, ça s'adresse à des gens qui n'existent pas, puisque c'est des anges sans sexe. Donc en fait, ils défendent l'homme sans l'homme, ils défendent la sexualité sans la sexualité, et ils défendent la vie sans croire en sa victoire sur la mort. Donc finalement, ils ne défendent pas l'espérance. Donc ils sont dans un humanisme intégral. Et donc le couple femme-homme peut être quelque part dans cet humanisme intégral en pensant que il se fait lui-même, tout seul, qu'il peut avoir un enfant quand il veut, comme il veut, comme il veut. Donc il faut faire aussi attention, et c'est pas parce qu'on intègre la différence des sexes qu'on ne peut pas être non plus dans cette tentation de l'homme tout-puissant et du couple tout-puissant. Alors, question très longue suivante. Peut-on débattre au niveau de la société sur l'homosexualité si le problème de fond relève d'une blessure intime de la personne? Peut-on dire que le couple homosexuel, c'est s'unir pour moins souffrir et non pas s'unir pour se donner? Et quelle légitimité peut avoir un parti ou un mouvement pour affirmer que le couple homosexuel est générateur de souffrance, de violence, et donc qu'il ne doit pas être défendu quand le rôle de l'État est de donner les conditions de la paix? Beaucoup de questions. Je vais commencer par la fin. De toute façon, déjà, parler de la souffrance, c'est très difficile. Moi, déjà, ce que je vous dis, je suis désolé, c'est peu utilisable. Vous n'allez pas parler de la souffrance, ça doit venir de la personne. C'est insupportable de dire non, je sais que tu souffres. Je vais te l'annoncer même si tu ne le sais pas. Non, c'est juste l'horreur. Pareil sur les viols, vous ne pouvez pas l'utiliser, parce que c'est insultant de le généraliser. Et moi-même, je ne le généralise pas. Je n'homosexualise pas le viol. Et puis, oui, je dis que c'est une blessure, l'homosexualité, mais je peux me le permettre parce que, voilà, mais c'est difficile d'avancer comme ça. Parce que, voilà, ça doit venir de la personne.
Donc, comment vous faites est-ce qu'il faut créer un groupe pour dénoncer ça? Alors oui, vous pouvez dire non, enfin, une société ne peut pas reposer sur le rejet de la différence. Donc, une loi qui justifie la pratique homosexuelle, donc l'exclusion de la différence des sexes, celle dont on est tous nés, ça c'est hyper violent. Déjà pour l'individu, avant même de parler des enfants. Donc oui, déjà, parlez de ce que vous vivez. La différence des sexes, vous en êtes tous nés, donc vous pouvez tous la défendre. Et vous la portez en tant qu'homme ou femme. Vous avez tous des parents, présents ou absents. Voilà. Et puis vous, au moins, vous pouvez dire, non, enfin, je sais pas, parler de l'hétérosexualité. Dites, non. Alors, c'est parce que vous, au moins, vous êtes du bon côté pour parler de ça. Après, sur l'homosexualité, on ne vous laisse pas trop parler, malheureusement. On n'a pas la même légitimité, j'aimerais, mais vous, on vous dit, ouais, de toute façon, tu peux pas parler, t'es hétéro. Nous, on nous fait le même procès quand on veut nous empêcher de parler, c'est quand on est homo, t'es homophobe intériorisé. Donc vous êtes hétéro, donc en fait homophobe, pardon, et puis nous, quand on parle, on est homophobe intériorisé. Ou malade mental. Moi, je suis un grand malade mental. Ok, vous l'auriez pas vu. Bref, mais comment faire ce qu'on n'a pas fait pour le mariage pour tous? Expliquer le mariage pour tous. Oser parler d'amour, mais incarner dans la différence des sexes. Parler de la différence des sexes. Là, on s'est planqué derrière l'enfant. On n'a parlé que de l'enfant. Et on n'a pas parlé d'amour. Et on n'a pas parlé le langage des gens. On n'a pas parlé d'hétérosexualité, l'homophobie non plus, l'homosexualité non plus. Donc on a tout. C'est pas qu'on a tout à refaire, c'est que faut qu'on prenne le problème dans l'autre sens. Qu'on parte plus de nos définitions, mais qu'on parte de ce que disent les gens, de ce que croient les gens, et qu'on les ramène au réel à travers ces notions qui ne sont pas méprisables. Hétérosexualité, homosexualité, homophobie, elles ne sont pas méprisables, mais il faut juste les universaliser. On a du gros boulot. Mais parce qu'on n'a pas commencé. Quand je vois Ludovine de la Rochère, Brigitte Bardot, tous ces gens-là qui sont médiatisés, ils sont tétanisés à l'idée de parler d'homosexualité. Tétanisés. Ils n'en parlent pas. Ils s'interdisent d'en parler. Ils sont tétanisés à l'idée d'être taxés d'homophobes. Parce qu'en fait, ils ne savent pas ce que c'est l'homophobie, donc forcément, ils ne voient que l'insulte, du coup. Mais à un moment donné, il faut... Oui, un groupe qui parle de la différence des sexes, de l'éjection de la différence des sexes, de l'homosexualité, vous pouvez aussi en parler. Allez-y quand même. Parlez-en. Et puis rencontrer des personnes homosexuelles, comme ça vous donnera des exemples concrets, parce qu'en fait les gens sont touchés par l'affectif, par l'émotionnel, par les exemples concrets. Donc oui, tiens, moi je connais des couples, j'en connais, et puis ça va, enfin, plus vous rencontrerez des personnes homosexuelles, plus vous aurez des choses à dire sur nous aussi. C'est pas dans le sens, trouvez-vous des exemples pour nous utiliser, mais c'est parce que ça remplira d'amour, d'empirisme, ça donnera vraiment une dimension humaine à votre discours. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est pas stratégique. C'est que plus vous nous rencontrez, plus vous intéressez à ce qu'on vit, et plus après, vous avez un discours plus ajusté. Et après, l'histoire du viol, gardez-le dans votre cœur. Dites-vous, ok, je vois un film, je vois Le Secret de Brokeback Mountain, ça a l'air génial. Putain, je suis dur. Faut pas que je juge. Bon, au moins de savoir que la réalité, c'est pas Le Secret de Brokeback Mountain, c'est pas votre amitié que vous avez tissée avec une personne homosexuelle, mais c'est bien autre chose, qu'il y a des choses plus graves. Ça vous aide à avoir la gravité qu'il faut pour écouter et pour creuser un petit peu la question, pour pas vous laisser déborder par vos émotions et par le chantage aux sentiments, parce que le temps d'une soirée, ou même dans notre famille, le temps d'une réunion de famille, on peut se laisser un peu attendrir et se dire « ouais, bon, je suis un peu dur ». Eh bien, le fait de savoir qu'il y a sous le lièvre, il y a gros éléphants sous petits cailloux, comme disait ma maman, ça vous aide au moins à avoir et l'amour et la compassion, pas de misérabilisme, n'ayez pas pitié de nous, par pitié, faites-nous confiance, donnez-nous votre humour, mais pas de pitié,
pas de misérabilisme, mais au moins ça vous aide à avoir la gravité et de vous dire, ok, ce que tu vis, je le reconnais. Maintenant je t'appelle à plus et je suis pas aveugle. Et bon, pour vous donner un petit exemple, en Moselle, il y avait un couple homo de jeunes qui ont 5 ans de plus que moi. Bien sous tout rapport, magnifiques tous les deux, et puis depuis 7 ans ensemble. On ne sait jamais ce qui se passe. Mais il y en a un, il m'a dit avant la conférence, il me détestait. En fait, il ne savait pas ce que je racontais. Ils sont restés, ils ont attendu que tout le monde parte, ils sont restés à la fin, on a resté discuter. Et moi, mais la première chose que j'ai fait, je leur ai montré que j'étais tout fou de les rencontrer. Donc, manifestez votre joie, manifestez votre intérêt pour ces personnes-là. Parce que c'est avant tout ça qu'on recherche. Et puis après, je ne savais pas comment j'ai touché juste, mais maintenant je garde contact avec l'un des deux. Ils sont pas bien, même si tout le monde trouve que ça va très bien pour eux, et qu'eux jouent la comédie, mais en fait ça va pas du tout. Et il y en a un des deux qui m'a dit, ouais, quand tu as parlé du viol, mon sang n'a fait qu'un tour, je sais que mon copain s'est fait violer. Il me l'a pas dit, mais je le sais. Donc après, voilà, si vous ne pouvez pas le dire parce que vous n'avez pas la bonne place, vous n'avez pas les relations pour, gardez-le dans votre cœur, mais au moins sachez que on ne sait pas ce qui se passe, mais au moins il y a l'insatisfaction du rejet de la différence des sexes en amour. Au moins. Et puis parfois il y a sa violence. Mais au moins il y a cette insatisfaction, cet ennui. Peut-on dire que le couple homosexuel, c'est s'unir pour moins souffrir et non s'unir pour se donner? Oui, mais vraiment je suis complètement d'accord. Parce qu'il y a une peur en fait il y a une peur de se donner. Il y a déjà eu une peur d'être nous-mêmes. Moi j'ai peur d'être un garçon. Et j'étais même très mauviette quand j'étais petit. Et je voulais pas souffrir. Et j'avais peur des jeux collectifs, j'avais peur de souffrir en fait. Et j'avais peur d'être de mourir, de m'abandonner à moi-même. Vous savez, le grain qui meurt, si le grain ne meurt pas, il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas d'amour. Et moi j'avais peur de mourir à moi-même. Et je pense que ça a laissé des séquelles. Alors que se donner, ça implique de s'abandonner et aussi de prendre le risque de souffrir. Ceux qui se marient, ils le savent bien, hein, y a pas de... C'est pas cool, hein, le jour du mariage, il y a toujours cette... En même temps qu'on sait qu'on signe pour grand, on se dit mais... vertige quoi, je signe pour quelque chose qui me dépasse, j'ai pas de boule de cristal, je sais pas comment ça va se passer, et puis mais c'est comme avant un spectacle de théâtre, j'ai fait 2 ans en école de one man show à Paris, et puis j'ai fait les Conflorants aussi. Quand on va faire grand, quand on va se donner, il y a toujours l'angoisse et les douleurs de l'enfantement. Bon, là, je crois que c'est pareil. Et finalement, on voit bien que entre personnes homosexuelles, quand on s'unit ensemble, c'est qu'on a eu peur de la différence et on a choisi le confort de la similitude. Hein, ça rassure, le semblable rassure. On se dit, en fait, il a les mêmes goûts que moi. Il y a quelque chose d'un peu enfantin. Où on s'unit parce qu'on a les mêmes goûts, parce qu'on aime bien voyager, mais c'est dans la sécurité. C'est dans la sécurité, mais pas tellement dans l'amour de la différence et dans le risque. Et c'est donc, oui, il y a une peur de souffrir, et une peur de souffrir aussi parce que souvent on a souffert. Je vous parlais du viol, mais alors il y a une peur de souffrir parce qu'il y a des personnes qui sont pas sûres d'elles-mêmes, qui vivent un effondrement identitaire, donc elles n'ont pas été violées, mais elles ont vécu un effondrement identitaire. Moi c'est mon cas, j'ai vécu très aimé de mes parents, donc vous voyez, j'ai pas une mère possessive et pas de père absent, donc ça marche pas pour certains clichés. Et puis il y en a d'autres qui ont peur de souffrir parce que en fait elles ont peur de revivre une souffrance qu'elles ont vécue.
et qui est parfois énorme. Donc, mais en tout cas, oui, cette peur de souffrir. D'ailleurs, j'y réfléchissais juste avant de venir. Homosexualité, il y a bien une contradiction, quoi. La sexualité, c'est l'altérité, et homo, c'est le même. Vous voyez, il y a bien un conflit qui se joue. Et cette peur, en fait, de la sexualité. Et nous, regardez comment on parle de la sexualité, regardez comment on parle des couples femmes-hommes. Moi, j'ai vu plus de 500 pièces de théâtre sur le sujet, donc je suis assez calé. Regardez comment on voit le sexe. La peur de la castration, les zizis coupés, si vous voulez. Comment on voit le sexe masculin comme une arme. On a une vision du sexe anatomique extrêmement violente. Une vision du mariage catastrophique. Les couples mariés sont, nous on les dépeint comme des couples et bourgeois et extrêmement sadomaso. Avec la femme qui répudie l'homme, qui lui dit qu'il est une mauviette. Et l'homme qui bat sa femme, qui la viole. Donc, oui, il y a une peur de souffrir et il y a une peur de la sexualité qui est nette, claire et nette. Et ça ne vient pas forcément d'un mauvais exemple familial, parce que la première référence qu'on a de la différence des sexes, c'est nos parents. Mais maintenant, on a beaucoup de... Comme les parents sont plus là, on a beaucoup de parents cinématographiques, et dont pornographiques. Donc, c'est tout un amour de la différence des sexes qu'on doit faire connaître à nos jeunes. C'est quelque chose de beau, la différence des sexes, parce qu'elle a été tellement salie par le porno. Là, en ce moment, c'est dingue le nombre de jeunes qui viennent me voir en me disant je me suis senti homo et c'est à cause du porno. Parce que même du porno hétéro pose la question de l'homosexualité. Parce qu'il y a au moins une des deux personnes qu'on voit dans le feu de l'action qui est de notre sexe. Et parce que l'homosexualité repose énormément sur la pornographie et sur la masturbation. Donc il y a beaucoup de questions, de nouvelles questions. Le porno, ça fait 15 ans que c'est là, vraiment démocratisé. Il y a beaucoup de questions qui se posent par le porno et surtout par rapport à l'homosexualité. Des jeunes qui me disent je me suis posé la question de l'homosexualité par le porno. Et puis après qui me disent j'ai parlé à mes potes et je leur ai demandé mais vous êtes jamais posé la question? Si. Et aussi par le porno. Des jeunes de 20 ans, 18-20 ans. Donc on est bien face à une peur de la sexualité, qui est remplacée par une glorification de la génitalité.